votre disponibilité pour y répondre. Nous, ce qu'on va proposer pendant ce temps, c'est en fait, on va parcourir une petite trame par rapport au sujet qu'on veut mettre en valeur aujourd'hui, mais on va le faire assez rapidement. Et après, on va surtout favoriser en fait l'échange entre nous. Donc, vraiment, on insiste. Si vous avez des questions, utilisez le chat. N'hésitez pas. Et puis, on va parcourir toutes les questions et répondre, peut-être en s'appuyant sur le support de formation ou non. Mais voilà. Donc, bienvenue à tous. Et aujourd'hui, le sujet qu'on a choisi pour cette AMA, c'est donc les skills du product manager. Donc, Upvisory, on est une agence conseil spécialisée dans le product management. On a énormément de connaissances sur le sujet à la fois théorique, mais surtout dans la pratique et sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a des consultants qui, au quotidien, font le métier de PM et on récolte énormément de feedback et de bonnes pratiques du terrain et on se rend compte au fur et à mesure que, certes, il y a des skills quasi obligatoires pour un product manager, mais il y en a qui permettent en fait d'être encore meilleur sur le métier et c'est ce qu'on a envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà, Martin, si tu peux te présenter après ma rapide intro, mais je suis donc Adama Berete, Head of Institute. Donc je dirige l'activité de learning d'Upvisory à la fois en interne, donc on fait de la formation continue de nos consultants, on essaie d'échanger entre nous les bonnes pratiques, co-construire aussi des supports de formation toujours à jour et au plus près de la réalité du terrain, et aussi en externe surtout, où on organise pas mal de sessions de formation auprès des entreprises ou des particuliers, sous plusieurs formats. Et d'ailleurs, une nouveauté aujourd'hui, on propose aussi une formation entièrement en ligne, donc Product Online, qu'on a sorti la semaine dernière. Donc voilà, il y a aussi la possibilité de se former tout à fait en autonomie, en ligne et à tout moment. Donc voilà pour mon activité chez Upvisory. Ouais, merci Adama. Du coup, Martin Cantologa, donc moi je suis un des 3 cofondateurs d'Upvisory. Donc j'ai fondé cette agence conseil il y a presque 4 ans maintenant, du coup avec Benoît Rosier et Pierre Catelin. Du coup, je suis président de la société et du coup à ce titre, je gère l'ensemble des activités de la société, la relation client, le management de bon nombre de product managers et coach produits chez nous, et également du coup l'ensemble une partie, en tout cas l'ensemble du process de recrutement, une partie du recrutement. Et du coup, c'est notre métier à la fois déjà de recruter des product managers et des coachs produits de talent, mais également aussi de les accompagner dans leur montée en compétences et leur expertise. Du coup, on voulait parler de ce sujet, à savoir quelles compétences sont importantes dans le métier de product manager et dans le product management pour exceller dans cette discipline. Et ça nous tenait à cœur de le faire parce que bon nombre de sujets, bon nombre de ressources existent en anglais. Les Américains aiment beaucoup, beaucoup parler de cet aspect-là, mais on en parle beaucoup moins en France. On est beaucoup plus orienté tout de suite sur les démarches, les méthodos. Je pense que c'est notre culture ingénieure qui veut ça. Mais du coup, on souhaitait vraiment parler d'un aspect aussi orienté RH, orienté compétences, formation, montée en compétences, parce que comme le disait Adama, on investit en ce moment énormément sur la formation. C'est beaucoup, beaucoup d'actualité avec le confinement actuel. Donc, on s'était dit que c'était le sujet à creuser et à évoquer avec vous. Yes. Moi, petit point technique, je vois qu'il y a des questions déjà sur le chat. En revanche, j'arrive pas encore à l'ouvrir. Donc, Martin, si jamais. Je vais m'en charger du coup, Adama. Je les poserai et du coup, je m'en charge. Ok, parfait. Alors, petite introduction déjà. Qu'est-ce qu'on entend par skills? Martin, je te laisse commencer peut-être pour une discussion. Alors, nous, c'était important déjà pour introduire le sujet, on a prévu quelques petites slides, ça va pas durer longtemps parce que l'objectif, c'est vraiment de ces sessions, c'est de répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser sur ce sujet-là, mais on voulait quand même introduire pour savoir de quoi on parle et vous donner quand même
la big picture de tout ça. Et du coup, la première big picture à avoir, c'est quelles compétences sont clés pour tout product manager ou tout professionnel, en tout cas, qui intervient dans ce monde-là. Donc, il y a deux aspects assez génériques du sujet que sont les compétences. Donc, il y a ce qu'on appelle le savoir-faire, les hard skills. Donc, c'est tout ce qui va être concret, ce dont il va s'agir, ce que vous faites au quotidien, ce qui est très opérationnel, votre maîtrise des outils, votre maîtrise des méthodologies, votre maîtrise de la réalisation opérationnelle et tout ce qui va être savoir-être. Donc ça, c'est plutôt les compétences qu'on appelle interpersonnelles. Donc tout ce qui va être de l'ordre de l'intelligence situationnelle. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Et c'est d'autant plus important que si vous avez de bonnes soft skills aujourd'hui, vous pourrez déployer ou développer vos hard skills. Donc, on va être insistant sur les deux aspects parce que souvent, on pousse plus pour les hard skills que les soft skills, historiquement, puisqu'on regarde d'abord les compétences dans le dur et facilement mesurables de quelqu'un plutôt que ses compétences émotionnelles et on va dire sa personnalité professionnelle, qu'est-ce qu'il dégage dans son professionnalisme. Donc nous, on voulait vraiment insister sur ces deux aspects qui sont un peu ce qu'on appelle la light side et la dark side chez nous, donc ce qui se voit et ce qui se voit moins. Au-delà de ça, il y a une autre surcouche qui englobe tout ça et qui est fondamentale en fait pour tout product manager, et c'est ce sur quoi il va se battre dans toute organisation, c'est la culture produit. Savoir maîtriser la culture produit et savoir la diffuser au sein de l'organisation. Et ça, c'est pas évident parce que c'est une culture qui est naissante. On est sur un métier qui est encore un métier qui est en pleine croissance et qui a besoin de se développer. Et du coup, la culture produit, on va vous expliquer un petit peu ce que ça requiert, englobe à la fois vos soft skills et vos hard skills, et du coup mérite d'être développé et mérite d'être vécu dans votre organisation. C'est ça. Il y a des questions, voilà, s'il y a des questions à ce stade, nous, on va continuer à parcourir un peu le Ouais, panorama et ensuite on garder ça au chaud. Donc, je vais peut-être embrayer sur ce qu'on entend par les hard skills. Parmi les participants, je pense qu'il y a tout type de profil. Il y a des personnes intéressées par le product management, d'autres qui sont peut-être product managers ou qui ont un peu plus d'expérience dans ce domaine, mais on tenait quand même à voilà, essayer de résumer un peu ce qu'on entend par product management et quels sont les champs d'action en fait sur lesquels va agir le product manager. Parce que c'est dans ces 4 champs d'action là, nous c'est ce qu'on identifie au sein d'Advisory, c'est notre framework plus ou moins. C'est sur ces 4 champs d'action que va agir quotidiennement le product manager. Vous verrez que ça englobe tout le cycle de vie du produit. C'est ça aussi qui est très beau dans le métier, c'est que c'est un élément indispensable et beaucoup de choses dépendent d'un product manager. Et un bon product manager peut faire la différence, ou même fait la différence en réalité, entre le succès et l'échec d'un produit. Donc, nous, les dimensions du métier qu'on identifie, c'est dans un premier temps la product stratégie, c'est-à-dire que le product manager n'est pas simplement un chef de projet qui va livrer voilà, un produit. Il est avant tout au centre de la stratégie en fait que vise le produit, à quel problème vise à répondre le produit, quelle stratégie marché on va enclencher pour essayer d'être présent sur le marché et rencontrer les utilisateurs. En parlant d'utilisateurs, quels sont-ils? Il y a aussi de la recherche à faire et du ciblage. Voilà, il y a toutes ces dimensions purement business qui est englobée par la product stratégie. Et là, on va avoir l'occasion d'en discuter, mais il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de sous-compétences dans ce domaine-là. Il n'y a pas que des outils, en fait. Par exemple, pour aller très vite, vous avez peut-être entendu parler du Lean Canva, voilà, qui est un des outils phares du product manager et qui permet de résumer assez simplement et visuellement tous les axes stratégiques d'un produit. Bon, bah, très bien, on a un Lean Canva, mais c'est pas tout. Derrière, il faut bien des compétences pour parvenir à remplir ce Lean Canva. Quand on a une case cible, il y a toute une réflexion derrière, tout un sens un peu business à avoir.
et voilà. Donc, il n'y a pas que des outils dans le product management, il y a aussi des compétences. Donc, après, on a le product design. Là aussi, le product manager est très actif là-dessus. Ce n'est pas entièrement l'enjeu d'un designer, hein. Il y a aussi une réflexion autour du parcours utilisateur qu'on veut proposer en fonction d'objectifs business qu'on aura prédéfinis. Donc là aussi, voilà, il y a une co-construction qui se fait avec plusieurs membres de l'équipe produit, en particulier ici le designer, et ça demande d'autres types de compétences. Vous voyez bien qu'il faut une affinité avec le design UI déjà sur les interfaces, quelle interface proposer, et aussi sur l'expérience utilisateur UX. Donc on va y revenir. Le product ownership, là c'est vraiment focalisation sur le delivery, comment je livre mes fonctionnalités les meilleures possibles. Je suis garant de la qualité, je suis garant du delivery, du bon fonctionnement des fonctionnalités, de la planification aussi dans le temps, vu qu'on est sur une démarche de développement itérative par petits lots. Voilà, donc ça demande des capacités de chefferie de projet, comme on pourrait dire, comme on aurait pu dire il y a quelques temps. Mais voilà, product ownership, c'est le cœur du développement du produit. Et ensuite, il y a le product growth. Comment est-ce que je fais pour atteindre le product market fit, c'est-à-dire rencontrer le succès auprès des utilisateurs, quel levier je mets en place. Et là, il faut une affinité avec le marketing et d'autres types de compétences un peu plus growth qui englobent un peu plus que du marketing traditionnel. Donc voilà, ça c'est les 4 pans principaux hard skills du product manager. On va y revenir. Et après, on a donc, comme l'avait dit Martin précédemment, les soft skills qui sont aussi tout aussi importants pour assurer en fait toutes ces actions dans les 4 moments forts du cycle de vie d'un produit. Donc Martin, sur les soft skills. Avant ça, quand même, il y a une petite partie sur les outils. Là, l'idée, c'est peut-être pas de parler de tous les outils à titre individuel, même si là, vous en identifiez ou vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, on y répondra. Mais ça, comme je disais, j'avais fait une distinction entre les compétences et les outils. Et là, on vous propose quand même quelques outils phares indispensables à tout product manager pour bien assurer en fait son travail tout au long des dimensions fortes du métier, quoi. Donc voilà, sur la stratégie, on a mis pas mal d'outils qui vont vous permettre de co-construire avec votre équipe justement un espace de travail collectif pour essayer d'émuler toutes les idées, essayer de les poser en direct. Miro, par exemple, hein, c'est un board qui vous permet de voilà, utiliser des formes, des listes, tout ce que vous voulez pour construire des canevas, des templates. Ensuite, sur le design, donc, on a mis quelques outils de design vraiment en tant que tel, hein, parce qu'un product manager, là encore, même s'il co-construit avec un designer les parcours, ça n'empêche pas de savoir utiliser quelques-uns de ces outils-là pour prendre de l'avance, en fait, ou parfois vous aurez des équipes où il n'y a pas de designer, donc le product manager, ce sera toujours un plus si justement il est en autonomie par rapport à ça. Donc voilà, on s'est permis de mettre quelques outils que nous-mêmes on utilise au quotidien. Ensuite, product ownership, des outils de testing, des outils de gestion de ticketing, d'analyse de tests d'API aussi, un gros enjeu fort et qui fait la différence. Il y a des produits un peu plus techniques que d'autres, mais l'API, ça reste quand même un socle technique très commun, de plus en plus commun. Il y a beaucoup d'enjeux autour justement des données et de l'accès à ces données. Donc, savoir utiliser Postman pour tester une API, c'est quand même crucial pour pas mal de produits. Voilà, donc on pourra revenir sur tous ces outils. Product growth, récolter du feedback, savoir analyser des données, savoir tester aussi ces hypothèses via de l'A/B testing. Donc, j'ai mis l'A/B testing, récolter du feedback en interne sur son propre outil via WeLoop, par exemple, qui est un de nos partenaires, enfin une entreprise avec qui voilà, on a pas mal de liens. Et ensuite, divers. Donc voilà, si vous voulez, moi, il y a un point sur lequel j'insiste, c'est Zapier. C'est un outil d'automatisation. Si vous connaissez voilà, l'automation, vous pouvez en fait connecter 2 outils. Par exemple, je vous le dis, vous pouvez connecter
Slack, donc un outil de discussion, a par exemple un Trello. À chaque fois qu'un ticket Trello passe dans la colonne, je ne sais pas, done, ça veut dire qu'un nouveau membre de votre équipe a terminé une tâche, vous avez une notification automatique sur Trello. Voilà, vous pouvez créer en fait toutes sortes d'automatisations et ça, c'est un gain de temps fou. Si vous apprenez à utiliser Zapier, vous pouvez avoir des gains de productivité énormes. Donc voilà, il y a des outils divers, des petits tips comme ça qui permettent d'être encore meilleur dans le quotidien. Donc on pourra en parler aussi. Martin, je te laisse enchaîner sur les soft skills qui sont tout Bien aussi sûr. importants. Ouais, sans transition. Et voilà, l'objectif des outils, c'est aussi de sublimer vos hard skills. Donc, pour les soft skills, nous, on a fait un travail d'identification et d'agrégation des soft skills qui nous paraissent les plus présentes et les plus importantes pour un rôle de product manager. Après, évidemment, un product manager ne se définit pas sur ces 4 dimensions, mais c'était pour nous la base des core competencies à avoir quand on est product manager sur le plan du savoir-être. Donc, le premier, c'est la communication. La communication, pourquoi? Parce que vous êtes au centre d'une équipe en étant product manager, donc avec des développeurs, des designers, comme on l'a dit, des architectes, des métiers, des clients finaux. Donc, il faut pouvoir communiquer efficacement avec ces gens-là et communiquer efficacement avec tout type de population, du coup, et également pouvoir évangéliser, donc communiquer sur votre produit, partager votre méthodo, partager votre culture avec l'ensemble de ces parties prenantes. Donc, c'est fondamental de posséder cette matière-là. Et puis, au-delà de ça, la communication, c'est important puisque vous allez souvent être au cœur d'animations, de workshops, d'ateliers, de réunions, de meetings, de présentations. Donc, les qualités de communication sont fondamentales pour ce métier-là. Deuxième phase, l'empathie. L'empathie, c'est important puisqu'il faut savoir se mettre à la place d'eux, donc à la place d'un tiers, que ce soit votre client, que ce soit un développeur, que ce soit votre décideur. Quelque part, c'est fondamental quand on est product manager. Pourquoi? Parce que on peut anticiper les demandes, on peut anticiper les souhaits de ces personnes-là et également on peut résoudre des conflits, résoudre des difficultés qu'il peut y avoir au sein de votre équipe ou avec certaines parties prenantes. Et ça permet derrière d'avancer sur votre produit, d'avancer une solution, de générer de la valeur et du chiffre d'affaires pour votre organisation. Donc, c'est fondamental, évidemment, et c'est une qualité, on va dire, très poussée depuis un certain temps, très 21e siècle. Ensuite, une qualité plus historique, mais qu'on a voulu mettre de l'avant, c'est la qualité de négociation. Puisque, vous savez, un product manager, ça doit faire des choix. On résume souvent le product manager comme étant la personne en capacité de dire non. Alors, au-delà de cette petite phrase un petit peu caricaturale, l'objet, c'est de dire qu'il faut pouvoir prioriser, il faut pouvoir du coup négocier. Il faut pouvoir lâcher du lest et choisir ses combats parce que du coup, vous êtes au centre de beaucoup d'avis, de beaucoup d'expertise, de beaucoup de compétences. On ne peut pas forcément satisfaire tout le monde. Donc, l'objectif, quand on est product manager, c'est d'obtenir le meilleur de tous ces éléments-là dans l'intérêt de l'organisation et dans l'intérêt de votre produit. Donc, il faut être très, très bon dans la négo et savoir où est-ce qu'il faut lâcher du lest et où est-ce qu'au contraire, il faut s'accrocher sur certains combats. Une dernière compétence fondamentale, c'est le leadership. Le leadership, pourquoi? Parce que quand vous êtes product manager, il y a le mot manager dedans. Donc, il faut pouvoir gérer son produit, gérer de l'humain, porter une vision au sein de l'organisation, porter la voix de vos collaborateurs, porter la voix du produit, parce que le produit, il peut pas il s'exprime à travers vous. Donc, il faut pouvoir faire preuve de leadership. Donc, assumer une vision, assumer une culture et la partager, la diffuser au sein de l'organisation pour pouvoir motiver et entraîner tout un collectif avec vous. Okay. Donc voilà pour le panorama soft skills, hard skills. C'est vrai que c'est voilà une distinction assez commune en fait aujourd'hui. Mais nous, on a insisté pour ajouter quand même la partie culture, comme disait Martin, parce que en réalité, nous, ce qu'on remarque sur le terrain, c'est qu'on a pas une tendance, mais en tout cas, c'est un fait assez répandu. C'est-à-dire que dans certaines organisations, on essaye de calquer des process
des process agiles ou des process product. On reprend les mêmes termes, par exemple. On essaye aussi d'implémenter les mêmes outils. Et pourtant, derrière, la culture produit n'a absolument pas changé. Et ça entraîne en cascade énormément de difficultés pour les product managers à évoluer dans le bon sens. Et ça, c'est typiquement ce qu'on peut retrouver dans des transformations agiles, donc des passages d'une organisation un peu traditionnelle, c'est-à-dire en cycle en V, comme on dit dans le métier, avec dans un premier temps un temps pour la spécification et l'arbitrage au niveau d'une direction, et ensuite la mise en œuvre par un chef de projet, et à la fin, en troisième temps, la livraison aux utilisateurs. Voilà. Quand on essaye de passer d'une organisation traditionnelle à une organisation produit, souvent, on se rend compte qu'on passe par cette étape d'implémenter des process, mais derrière, on ne travaille pas sur la culture produit. C'est bien pour ça que c'est capital d'être accompagné par des coachs produits ou des coachs agiles pour essayer voilà, d'insuffler un peu cette culture, parce que sinon, le reste s'effondre. Typiquement, je vais vous prendre un exemple. Vous pouvez avoir, même l'exemple le plus basique, hein, vous pourriez par exemple implémenter Jira au sein de votre entreprise et décréter que toutes les 2 semaines, vous allez développer un certain nombre de fonctionnalités. N'empêche que si derrière, vous n'avez pas la culture, l'approche orientée utilisateur, c'est-à-dire essayer de faire de la recherche utilisateur, dénicher quels sont les problèmes, comment les adresser dans la meilleure des manières, peut-être tester ces hypothèses-là avant de vraiment entrer dans le développement. Ça vous donne une situation où vous allez décréter que pour le prochain sprint, vous allez faire telle fonctionnalité, le prochain sprint, telle fonctionnalité. Vous allez retomber en fait dans du cycle en V, sauf que vous allez faire du développement au lieu de le faire en une fois, par petites couches toutes les 2 semaines. Donc, il n'y a pas vraiment, en fait, il n'y a pas d'apport à être passé en agile, si ce n'est d'avoir développé par lot toutes les 2 semaines. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui montre que c'est capital d'avoir un changement de culture produit. Martin, si tu veux parler peut-être des différents aspects. Ouais, très, très, très rapidement, mais en effet, la culture produit, on pourrait en parler plusieurs heures et c'est pas l'objet parce on va répondre à vos questions et il y en a déjà pas mal. Mais juste très rapidement, c'est de penser par exemple problème. Beaucoup encore d'organisations et beaucoup de clients nous qu'on rencontre au quotidien pensent solution avant de penser problème et analyser finement et de comprendre vraiment quel est le problème et pourquoi on va créer un produit digital là et quelle valeur ça va apporter à l'organisation, bah, c'est fondamental et ça va définir toute votre vision produit. Et il y a beaucoup de clients qui passent tout de suite au développement, qui veulent tout de suite pondre des solutions pour occuper, on va dire, son activité, mais derrière, en fait, ils n'ont pas pensé de problème, ils n'ont pas fait évoluer leur produit avec le problème qu'ils cherchent à atteindre et à répondre. Et ça, c'est une grosse, grosse problématique. Alors, il y en a d'autres qu'on vous a mis, hein. L'aspect user-centric, la capacité à faire du test and learn, la capacité à prendre des décisions scientifiques et orientées par la donnée, avoir une approche héroïste, c'est-à-dire bien priorisée par la valeur, que ce soit la valeur d'usage ou également la valeur business, avoir une approche réellement itérative, donc assumer le fait qu'on puisse casser ou repartir un peu en arrière pour faire évoluer ou pour réorienter son produit, assumer sans la glorifier une culture de l'échec. Donc voilà, c'est des éléments comme ça qu'on vous a mis qui peuvent enrichir tout ça, mais c'est vrai que ça mériterait un petit peu plus évidemment de discussion sur le fond, mais sachez que c'est comme la culture organisationnelle, mais la culture produit, c'est aussi une culture personnelle que vous pouvez diffuser. Elle est fondamentale et on peut être le meilleur product manager sur le plan technique. Si on ne possède pas cette culture-là et si on ne la fait pas vivre au quotidien au sein de son organisation, on va avoir pas mal d'aléas, comme l'a expliqué Adama. Donc voilà pour la partie skills. Et après, donc avec Martin, on s'est dit pourquoi pas en fait vous proposer rapidement, là encore, hein, l'idée c'est quand même d'échanger, donc on va essayer d'aller rapide sur la prochaine partie, mais quelques ressources si jamais vous êtes curieux et vous voulez vous renseigner un peu plus sur ces aspects-là. Premièrement, on parlait de culture, on parlait de hard skills, rien de mieux que des livres en fait pour
voir et en fait s'imprégner de tous les socles théoriques du product management. Donc là, on vous a fait une petite curation de 6 livres qui traitent de ces domaines et qui couvrent en fait l'ensemble des dimensions là. Donc je vais peut-être pas les décrire tous ici, mais voilà, si vous voulez vous renseigner, allez-y, vous pouvez regarder. Voilà, rien ne remplace quelque part la, la force intellectuelle et le déploiement d'une réflexion et d'une compréhension globale que un bon bouquin bien spécialisé sur le sujet. Avant d'être un bon product manager, il faut avoir une bonne culture produit et la bonne culture produit passe par la littérature notamment. Ensuite, il y a évidemment les formations. Les formations, c'est quand même le meilleur format pour aller plus loin, et même pour débuter en réalité. Donc voilà, sachez que sur le marché, il y a des formations sur site et en ligne. C'est à peu près ce qui se fait. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui se fait, que ce soit sous forme de formations courtes, de 1 ou 2 jours, des formations un peu plus longues sous forme de bootcamp. Regardez aussi des formations spécifiques et thématiques sur le growth, le design, ou de manière plus globalisante sur le product management en général. Voilà, donc il y a à peu près tout qui existe sur le marché. J'avais déjà mentionné en ligne, c'est vrai que ça c'était une nouveauté, on en est très fiers, donc on ne s'est pas privé de le remettre là, mais Product Online qu'on a sorti il n'y a pas longtemps et qui est une formation complètement en ligne dédiée au product management. Sinon, vous avez les formations sur site, mais en ce moment, c'est pas évident, même si elles se font à distance dans certains des cas, comme nous au sein de Advisory Institute. Et j'insiste sur un point, les talks, ce n'est pas forcément de la formation. Quand vous assistez à des conférences ou des speeches, des talks sur thématiques, ça ne fait pas office de formation, donc voilà, soyez vigilants. Ensuite, les podcasts. Très, très intéressant en fait, tout simplement pour s'inspirer. Donc là, c'est plus voilà, pour avoir des cas d'usage, avoir des témoignages, vous faire réfléchir à une problématique, vous apporter des réponses qui pourraient venir un petit peu comme ça, toutes seules. Il y a des très très bons podcasts qui existent sur le marché. On vous en a mis une sélection, évidemment, elle est pas exhaustive, mais c'est un bon moyen aussi de se cultiver sur le produit et de s'inspirer de plein de bonnes pratiques et plein d'expertises et de partages qui sont menés par la communauté. On a les blogs dans la même veine, hein. Donc il y a plusieurs types de blogs, des blogs où vous retrouverez des ressources un peu plus brutes sur le product management, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un sprint, quels sont les meilleurs ateliers de rétro, voilà, toutes ces choses-là. Et vous avez aussi voilà, on a aussi mis des blogs qui sont un peu plus généralistes ou pour s'imprégner voilà, de l'environnement, de l'écosystème, hein, TechCrunch, Medium aussi. Même si Medium, vous pouvez avoir des articles sur à peu près tout. Et sinon, ne jamais oublier qu'il y a des éditeurs de logiciels qui sont utilisés par les product managers. Atlassian, c'est l'éditeur de toute la suite Jira, Confluence, donc le ticketing et la documentation. Ils ont Trello récemment, hein, ils ont fusionné avec, ils ont racheté Trello. Il y a InVision, voilà, tous ces éditeurs de logiciels en fait postent énormément de contenu de très grande qualité sur des thématiques du product management, voilà. Donc n'hésitez pas. Blazery aussi, on a un blog avec un annuaire, enfin un glossaire pour expliquer certains termes principaux et des articles thématiques. Voilà. Donc n'hésitez pas, la lecture, c'est pas mal aussi. Et ensuite, les meet-up et les Slack, parce que voilà, l'échange, ça reste la meilleure manière de s'inspirer et partager des bonnes pratiques. Donc, vous pouvez le faire de manière physique, en tout cas, pas pour le moment, mais peut-être un peu plus tard, on espère. Et ensuite, vous pouvez le faire aussi par des Slack. Je ne sais pas si la majorité des personnes ici le savent, mais il y a des Slack spécialisés sur des thématiques product. Donc, il y a le Expedition Slack qui est assez populaire. People and Product aussi, il y a un Slack et des Meetup. Voilà, donc vous pouvez aller regarder sur la plateforme Meetup, il y en a pas mal en France.
surtout à Paris, effectivement, et c'est le meilleur moyen de rencontrer d'autres product managers, tout simplement. Donc, Super. Ce qu'on peut faire, Adama, c'est qu'on prenne les questions. Il y a un certain nombre de questions. Donc, si vous avez des questions, là, on a une dizaine de questions. Donc, on va vraiment prendre le temps d'y répondre. Vous pouvez du coup poser vos questions dans la petite partie qui s'appelle questions et réponses, là, Q&A ou Q&R en français. Et du coup, après, je vois que ça a déjà été fait, mais vous pouvez modérer en fait les questions qui vous plaisent le plus. On va les prendre dans l'ordre, du coup, en likant en fait les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Du coup, une première question pour nous deux, Adama. Pourrais-tu, s'il te plaît, aller plus loin en expliquant les conséquences sur la culture produit quand on travaille sur le process pour changer une orga traditionnelle? Du coup, moi, je peux apporter une première réponse si tu veux et je te laisserai compléter. Mais du coup, Sylvie, merci pour ta question. Effectivement, en fait, quand on cherche à changer des process dans une orga tradi, la culture produit, ça va tout simplement être le pourquoi. Et en fait, beaucoup de gens ne répondent pas à la question pourquoi, et du coup, ce qui crée énormément de frustration et de difficulté à faire du change parce qu'on impose des process. Par exemple, je vois beaucoup d'organisations où on veut imposer l'agilité. Alors déjà, la question à se poser, c'est est-ce que ça a le mérite de pratiquer l'agilité, et si oui, quel framework, et si oui, dans quelle mesure on n'adapterait pas un framework existant également. Mais au-delà de ça, la culture produit, c'est de répondre pourquoi. Du coup, par exemple, si on veut faire demain, si on veut faire de la discovery, mais c'est pourquoi on le fait. Est-ce qu'il y a une volonté de refondre le produit? Est-ce qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires dans l'entreprise et du coup, on va devoir attaquer de nouveaux segments de la population et du coup, ça mérite de faire tout ce travail de recherche. En fait, la culture produit, c'est la réponse au pourquoi. Est-ce que ça vaut le coup d'innover? Alors, souvent oui, pour pas mourir demain, mais du coup, de quelle manière, sur quel type de produit, sur quel segment? Et ça, c'est fondamental. Moi, je dirais tout simplement que la culture produit, ça va répondre à votre pourquoi, ça va expliquer les causes du changement et ça va permettre d'offrir des arguments pour embarquer en fait ces personnes-là. Parce que nous et tous les product managers convertis, ils croient énormément à cette culture produit plutôt qu'en la culture, par exemple, projet. Alors, j'aime pas trop opposer les éléments, parce qu'il y a des très, très bons éléments également dans la culture projet. Mais la culture projet, on a eu tendance à répondre par une culture du reporting et de la tâche plutôt qu'à une culture du résultat. Et en fait, c'est ça, c'est d'expliquer, de revenir à des fondamentaux pour rééquilibrer en fait certains éléments sur le sujet. Et en ajout, donc si la question elle portait sur les conséquences du manque de culture produit, typiquement, j'ai en tête, c'est pour dire que, si vous voulez, comme toute organisation, vous avez, comme le schéma le montre, ce qu'il y a, il y a il y a la phase immergée de l'iceberg et la phase visible. Donc, vous avez beau mettre des orgas et des process, si en sous-jacent, il n'y a pas donc la culture et la compréhension du pourquoi, vous perdez en efficacité totalement. Moi, j'ai en mémoire une expérience où donc j'étais product manager dans une organisation en fait qui avait récemment fait une transition sur un process agile et justement en plaquant le modèle Spotify. Je ne sais pas si c'est un modèle qui vous parle, mais si vous voulez, c'est une organisation produit. Vous allez avoir différents types de sous-organisations. Donc, vous allez avoir chaque équipe produit dédiée à des fonctionnalités et ensuite des systèmes de partage de connaissances entre différentes équipes, plus ou moins. Et donc voilà, le modèle a été plaqué, sauf que ça a été une transition assez sans accompagnement. Donc, du jour au lendemain, quand vous demandez à des développeurs de participer à une rétrospective de sprint et donner leur avis, essayer de co-construire des process pour les améliorer, évidemment, ils n'ont jamais été incités auparavant à partager leur avis, vu qu'ils étaient dans une relation client-fournisseur. On leur donne des spécifications, ils exécutent. Donc là, typiquement, sans la culture produit, vous organisez des rétros et vous obtenez
pas beaucoup de feedback pour améliorer les process en continu. Voilà, c'est un peu un coup dans l'eau. Bien sûr, ça se travaille, mais c'est pour vous dire que si c'est pas pris en compte, vous allez beau avoir les process ou les instances de partage voilà, de connaissances entre les personnes. Si historiquement ça s'est fait autour de la machine à café, vous allez avoir du mal à les faire, à le à organiser des sessions voilà, de partage entre guildes ou entre tribus, pour ceux qui connaissent le modèle Spotify. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui était fait auparavant ou qui vit au sein de l'organisation. Voilà, tout ça, enfin, moi, j'ai plutôt apporté le prisme attention, c'est-à-dire la culture. En tout cas, voilà, moi, ce que je peux apporter, c'est la culture va vous aider à implémenter les process et à appliquer les bons skills et bien maîtriser les outils. Là encore, les outils, vous pouvez avoir les meilleurs outils du monde. A/B Testy, un outil qui est utilisé pour faire de l'A/B testing, c'est-à-dire si vous avez deux idées d'interface, vous pouvez en tester en parallèle et exposer deux types de cohortes pour voir lesquelles répondent mieux vis-à-vis de l'interface. Il y a des personnes qui utilisent, donc c'est un outil extrêmement puissant en réalité. Très rapidement, on peut avoir, avec de la donnée quantitative, savoir quelle interface fonctionne le mieux pour atteindre son objectif business. Vous pouvez l'utiliser comme ça. D'autres organisations qui n'ont pas cette culture produit utilisent juste A/B Testing pour faire de l'intégration. En fait, pour faire du développement quasiment et changer les couleurs des boutons rapidement sans avoir à passer par du développement. Voilà, donc vous avez les outils et pourtant, sans cette culture produit, vous en faites, je ne dirais pas n'importe quoi, mais en tout cas pas ce qui est attendu de l'outil. C'est comme voilà, utiliser un marteau en tapant avec le manche. Donc voilà comment la culture peut aider à être un peu plus, voilà, assurer le succès de son produit. Deuxième question, et on va essayer d'aller un petit peu plus vite pour pouvoir toutes les aborder. La connaissance du code est-elle importante pour un product manager? Ouais. Ça, c'est une bonne question, Adama. Plutôt hard Ouais. skills, du coup. Plutôt hard skills, question extrêmement fréquente. Donc, extrêmement fréquente, effectivement, le PM ou même le product owner qui sera un peu plus focalisé sur la partie product ownership, sont en contact permanent avec les développeurs. L'idée, c'est que ils auront la vision produit en tête, quel problème on essaye de résoudre, c'est quoi notre roadmap, donc ils maîtrisent tous ces outils-là et rédigent les spécifications. Rédiger une spécification, c'est rédiger une spécification, ce qu'on appelle fonctionnelle. Ce qu'on indique, c'est quelle action l'utilisateur va réaliser sur le site. Je vais cliquer sur ce bouton, alors derrière, il va se passer ceci et cela. C'est des spécifications design aussi sur voilà, la couleur de telle interface, de tel bouton, les dimensions. C'est jamais des spécifications techniques, purement techniques au sens ici met une variable, ici met un booléen. Ça n'arrive jamais. Un product manager ou owner ne rédige pas comme ça les fonctionnalités, enfin les spécifications. Donc, avoir une appétence pour le code, c'est un nice to have. Honnêtement, c'est même pas un should have. Si vous avez en tête la méthode Moscow de priorisation, c'est vraiment intéressant de l'avoir parce que potentiellement on peut être plus à l'aise dans les discussions techniques, mais c'est absolument pas nécessaire et je dirais même attention, ça peut devenir dangereux parce que si vous pensez que le product manager doit avoir donc la main dans le cambouis et la technique, vous allez peut-être essayer de prendre trop d'initiatives et donc marcher un peu sur le périmètre des équipes techniques. Et là, ça peut être mal pris. Donc attention, là aussi, c'est aussi un soft skill de savoir, on va dire, rendre à César ce qui appartient à César, quoi. Les designers, ils ont un métier qui est de développer des interfaces hyper prenante, facile d'utilisation. C'est pas forcément à vous non plus, même si vous avez une appétence design, d'aller expliquer au designer et de changer à chaque fois sur non, moi je préférerais le faire comme ça. Et voilà. Donc non, pas une compétence absolument nécessaire. Ok. C'est quoi le terrain de jeu d'un PM
entreprise, donc c'est quoi le terrain de jeu d'un PM? Ça, c'est la question. Du coup, plutôt sur l'entreprise, les interlocuteurs, le cadre politique versus les compétences nécessaires. Alors, Pour j'essaie de l'organisation. Pardon? Non, j'allais dire, dépend de l'organisation. Hmm. Effectivement, il n'y a pas un terrain de jeu unique pour chaque product manager parce que vous allez avoir des produits complètement différents. Et en fonction de vos produits, vous allez avoir des méthodes de travail, des produits et de l'organisation d'ailleurs interne, vous allez avoir des méthodes de travail complètement différentes. Je m'explique. Si vous êtes sur un produit, je vais prendre un produit. Allez, par exemple, un produit data. Ça veut dire que votre produit aujourd'hui, c'est plus un site web, c'est plus une application, c'est un algorithme de recommandation. Par exemple, il doit y avoir un product manager dédié à l'algorithme de recommandation Netflix. Vous allez donc travailler sur, en fait, essayer la partie stratégie. À la limite, elle resterait la même parce que vous allez quand même vous viser à récolter les besoins des utilisateurs. Donc, il faut cibler les bons. Vous allez avoir des objectifs business grâce à cette recommandation. Peut-être que vous allez voilà, vous mettre comme KPI grâce à mon algo. J'espère que je vais atteindre plus 30% de panier moyen. Euh, bon, c'est pas trop pour Netflix, mais j'avais Amazon en tête, plus 30% de panier moyen grâce à mes recos, ce genre de choses. Par contre, dans le design, vous voyez bien que là, le terrain de jeu, il est quasiment nul parce que le produit est en algorithme, vous n'aurez pas d'interface à gérer. Product ownership, bon, là, ça se fait peut-être potentiellement différemment ou de la même manière. Je ne suis pas un expert des algorithmes de recommandation, mais mon point, c'est qu'en fonction de votre produit, si c'est une API que vous gérez, là aussi, vous n'aurez pas d'interface, vous n'aurez pas forcément la dimension growth pour pousser l'API. Si c'est une API, je ne sais pas, interne à un groupe, une multinationale, voilà, il y a toutes sortes de contextes qui font que le PM va interagir sur des pans différents du product management et aura une focale beaucoup plus Ouais. forte sur tel ou tel pan. Mais moi aussi, là, je voudrais juste agrémenter rapidement la réponse. En fait, le cadre, il va dépendre énormément de la taille de votre organisation. Si vous êtes une petite startup, si vous êtes une entreprise de taille moyenne ou une grande entreprise, il va dépendre de votre organisation produit. Si vous êtes co-founder et head of product, à la fois, ben, vous pilotez l'ensemble de la prise de décision. Si vous avez une organisation produit tout intégrée avec une hiérarchie produit, si vous êtes en haut de la hiérarchie en tant qu'head of product ou lead product, ou si vous êtes plutôt en bas de la hiérarchie, où là, il va falloir du coup plutôt interagir avec un spécialiste produit qui va être plus souvent plus senior que vous. Ou alors, vous êtes en transition, donc vous rendez des comptes à des managers plus traditionnels. Donc là aussi, il y a une appréhension, il y a un accompagnement à faire là-dessus et pour pouvoir petit à petit pivoter sur une organisation plus orientée produit. Donc, ça va vraiment dépendre aussi de votre organisation et aussi, comme du coup l'a dit Adama, de votre produit et de peut-être aussi mais le pan sur lequel vous allez être plutôt spécialiste ou plutôt investi pour y être plutôt sur le PO ou plutôt sur les phases de product strategy et de design. Donc, il y a Fabien qui a une question, Adama. D'après vous, quelles sont les étapes essentielles pour onboarder, former efficacement une personne sans expérience produit dans une équipe produit? Exemple, stagiaire ou jeune diplômé. D'accord. Alors ici, j'aurais juste eu besoin d'une précision. Est-ce qu'on parle d'un onboarding sur l'organisation ou sur le métier de Je product? pense que c'est, bon, on peut répondre aux deux, mais je pense que Ouais. c'est plutôt sur le métier si on vise large. Sur le métier, effectivement, la bonne pratique, c'est vrai faut aussi former, hein, tout simplement, ces équipes au product management. C'est pas, voilà, il ne faut pas forcément attendre que toutes les personnes soient forcément seniors, PM. Parfois, il faut faire de la formation. C'est pour ça qu'il y a des, voilà, il y a des formations déjà, des ressources
pour se former gratuitement ou via des formations pour aller un peu plus loin. On en a parlé, je ne vais peut-être pas revenir dessus, donc que ce soit des MOOC, des formations totalement en ligne, des formations sur site, c'est toujours intéressant de très rapidement pouvoir leur permettre d'accéder à tout ça. Et sinon, si vous, en interne, vous avez déjà des pratiques de product management, ce qui est pas mal, dans un premier temps, c'est de Faire du peer mentoring peut-être. et j'allais parler du shadowing et du mentoring, mais avant ça, peut-être essayer de créer votre propre parcours d'onboarding. C'est-à-dire si vous avez déjà des product managers, pourquoi pas préparer des petits supports maison. Bon, bah, comment est-ce qu'on pratique la stratégie chez nous? Comment on pratique le design? C'est quoi les relations qu'on a entre chaque membre d'une équipe produit? Vous mettez ça sur une petite présentation PowerPoint. Vous pouvez faire une session voilà, de présentation de tout ça. Vous mettez à disposition aussi toutes les ressources que vous utilisez au sein de votre entreprise pour que le stagiaire ou la nouvelle personne ne se pose pas trop de questions, ils connaissent à peu près les process. C'est tout l'intérêt d'avoir mis ce type d'outils. Quand je mets Miro, Notion, j'aurais pu mettre Confluence aussi. C'est des outils en fait pour documenter tout ça. Alors là aussi, il faut la culture derrière pour que les personnes l'alimentent en continu. Mais une fois que vous avez cette base de connaissances, vous pouvez la mettre à profit pour rapidement mettre en œuvre ce type d'onboarding. Et une fois que vous avez tout ça sur papier, posé, tout ce que vous voulez, vous pouvez aller un peu plus loin et faire justement ce que disait Martin, du shadowing ou du mentorat. Donc, shadowing, c'est par exemple, pendant une semaine, mettez-vous dans la peau d'un PM et accompagnez-le comme une ombre, comme le nom l'indique, accompagnez-le au quotidien et voyez comment il travaille. Ça va vous inspirer, vous permettre de comprendre ce qui vous attend. Et pour le mentoring, c'est si vous êtes une organisation un peu plus large, ayez un mentor en fait qui va vous répondre à tout, être disponible pour le nouvel arrivant, lui répondre à toutes les questions possibles et imaginables, peut-être l'accompagner et le présenter auprès de toutes les autres personnes de l'organisation. C'est toujours plus sympa, quoi. Ensuite, on a une question. Comment casser les silos hiérarchiques en tant que PM, car toutes les orgas sont pas focus produit. Effectivement, comme on l'a dit, c'est plutôt un cas rare d'avoir une organisation qui soit très très focus produit et orienté produit. Comment casser les silos? Alors, il y a différentes manières de faire. Déjà par du sponsoring, comme on l'a dit, la phase négociation et la phase politique, c'est d'avoir cet aspect-là, de pouvoir s'allier de gens plutôt puissants et influents aussi pour pouvoir diffuser la bonne parole et pour pouvoir déployer un petit peu cette culture dans l'organisation. L'autre aspect, c'est aussi par la pratique, c'est-à-dire qu'il y a des cérémonies, notamment où vous pourriez faire venir la hiérarchie, c'est intéressant. On pense notamment à la démonstration, évidemment, mais il y a également aussi, vous pouvez les embarquer sur des sessions de grooming. En fait, moi, souvent, ce que je vois avec les PM, c'est qu'ils travaillent beaucoup en silo et il n'y a pas assez à voir aussi. Il faut essayer d'embarquer le management sur les sessions d'inspiration. Et si le management est un peu ouvert aussi, de dire, viens, on fait une session d'exploration sur le terrain, peut-être que dans les 8 prochains mois, tu peux peut-être trouver 2 heures pour venir avec moi sur une session et écouter l'utilisateur, écouter notre client. Ça peut être fondamental et ça peut apporter pas mal de choses. Après, un dernier aspect qui, moi, me paraît fondamental, je te laisserai agrémenter, Adama, si besoin, mais c'est la documentation. En fait, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui documentent très peu, à la fois sur le produit et à la fois sur leur méthode de travail et sur les process. On en parlait tout à l'heure, justement, pour faire monter quelqu'un en compétence, les process et la documentation, c'est fondamental. Si vos process sont très clairs dans votre organisation et s'ils sont bien documentés, si votre produit est bien documenté, ça permet aussi au management de comprendre l'ensemble des actions que vous menez, l'ensemble des chantiers que vous faites et aussi de pouvoir les aider. Enfin, je me souviens d'une session de formation où on a demandé la vision produit à une startup de 8 personnes. Et les 8 personnes dans la salle avaient une vision produit totalement différente, n'étaient pas du tout alignées. Donc, comment on peut faire vivre une culture produit dans une organisation où les gens ne sont pas du tout alignés et n'ont pas du tout partagé? Parce qu'en fait, tout simplement, ils n'ont jamais documenté et du coup, ils n'ont jamais co-construit et affiné leur vision produit. Et du coup, ils ont fini par dire, c'est dans la tête, la vision produit est dans la tête du président.
Et du coup, on sent que là, il y a un silo qui est pas brisé. Et en fait, ils avaient pris soit une session de Q&A, au moins de communication avec le président pour savoir ce que lui, il avait en tête, et également aussi une session de documentation de la vision produit, plutôt des équipes opérationnelles à remonter au président. Ben, c'est comme ça, petit à petit, qu'on peut briser des silos qui nous paraissent parfois insurmontables. Ouais. Et j'agrémente un dernier point. Je vais le faire de manière peut-être un peu plus opérationnelle si jamais la personne qui pose la question est confrontée à ça. De manière un peu plus opérationnelle, d'expérience. Les personnes, pour casser les silos, il faut qu'elles soient intéressées déjà. Si elles ne sont pas intéressées, elles vont continuer leur quotidien. Bon, bah, moi, ma tâche, c'est ça, donc je me focus sur ça. Pour les intéresser, justement, on parlait des soft skills, la communication. C'est là où on parle de communication pour pouvoir évangéliser le produit au sein de son organisation. C'est capital. Dès que vous avez l'occasion en fait, d'avoir des sessions un peu type plénière ou d'embarquer les personnes dans les décisions, communiquer sur des résultats aussi. Déjà, ils connaissent votre existence et c'est vraiment pas une phrase anecdotique. Hein. Il y a des organisations qui sont tellement grandes parfois. Vous sortez un produit et vous vous tapez un peu dans le vide parce que personne ne vous connaît et personne n'a reçu de mail, ne serait-ce qu'un mail interne. Salut, on a sorti cette feature. Donc vraiment, dès que vous avez l'occasion de communiquer, euh, je vais prendre l'exemple de l'interne, ça peut être valable pour l'externe, je ne connais pas le contexte, mais même en interne, faites des mails pour, voilà, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a fait durant notre dernier sprint, invitez largement les personnes à vos démos pour montrer par la preuve et par les yeux que voilà, vous avez développé quelque chose. Là déjà, ça va faire naître l'intérêt et en plus, vous allez récolter du feedback en direct. C'est-à-dire, regardez ce qu'on a fait durant ces 2 dernières semaines, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ils vont interagir, peut-être vous soumettre des idées. Si après, ils vont comprendre, vous allez prendre en compte ces inputs, s'ils sont pertinents, vous allez les prendre en compte et dans un mois, ils vont voir qu'ils ont été en fait impliqués dans la construction du produit et qu'ils ont été entendus. Ça va les inciter à participer de plus en plus à votre produit, etc. etc. Et c'est un effet cascade positif. Euh, Pareil pour la recherche utilisateur, n'hésitez pas à diffuser des sessions de tests utilisateurs en direct, c'est interactif, c'est ludique. Voilà, toutes ces choses-là, il faut le faire. C'est capital et communiquer, communiquer, communiquer. Une autre question, Adama, enfin, il y en a plusieurs qui sont intéressantes. On va essayer de les prendre là sur les 5 dernières minutes. Et on pourra peut-être un petit peu dépasser pour ceux qui ont un petit peu plus de temps. Mais est-ce que le rôle de PM, ce n'est pas finalement l'évolution du chef de projet? On nous demande. Non, 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 c'est pas le rôle de chef de projet. On demande une évolution, une évolution. À une évolution. Quand bien même on dirait évolution, en fait, je ne peux pas être d'accord avec le terme évolution parce que on est dans vraiment des paradigmes différents. Dans un, le chef de projet, il va fonctionner sur, comme le nom l'indique, un projet. Vous avez une date de début, vous avez une date de fin, et ensuite vous devez respecter donc date de début et date de fin du projet qui ont été décidés à huis clos par une direction donnée. Une direction, j'entends CODIR, comité de direction, etc. etc. Donc vous avez voilà, euh, ces délais à respecter. On vous attribue des ressources et il y a des spécifications qui vont être données et il va falloir les respecter. Donc ça peut être un projet d'1 an comme ça. Pendant 1 an, vous allez essayer d'animer les développeurs pour qu'ils respectent les specs et livrent tout ça aux utilisateurs. Mais là, quand on parle de produit et de product manager, on n'est absolument pas dans ça. Le product manager, comme je disais, il va être sur les 4 pans, là, les 4 dimensions du métier. Il va intervenir tout au long du cycle. C'est-à-dire que, et c'est pas anodin non plus, quand je dis tout au long du cycle, c'est que dès la stratégie, ce ne sera pas à huis clos par un codir, il sera impliqué là-dedans, il va donner les grandes orientations, les co-construire avec tout le monde. Dans le design, pareil, l'ownership, là, effectivement, ça peut ressembler à de la chefferie de projet et encore, on n'est pas du tout dans la même approche. Oui, on livre des fonctionnalités, mais il y a toute une réflexion en amont qui est pourquoi est-ce que je livre cette fonctionnalité-là? Est-ce que je l'ai testé? Je me suis basé sur quelle hypothèse en fait pour me permettre de développer ça en prod? Voilà, il y a tout ça que ne fait pas le chef de projet vu qu'il a juste des specs.
Et surtout, 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 le chef de projet ne parle jamais à un utilisateur. N'est jamais, jamais confronté à un utilisateur, alors que le product manager vit pour ça. Le product manager, il faut le considérer comme l'ambassadeur des utilisateurs. C'est pour ça qu'on parlait d'empathie dans la partie soft skills. Il doit être au courant, aller chercher les utilisateurs, tester auprès d'eux des solutions, comprendre leurs problèmes constamment, constamment, constamment pour pouvoir justement livrer les fonctionnalités qu'il faut et qui vont garantir le succès. Donc, le chef de projet, lui, il fait jamais ça. Il livre juste un projet. Et il y a même pas, je parle même pas de la partie growth où le chef de projet n'est même pas impliqué. Ce serait le département marketing qui serait chargé en fait de promouvoir la solution. Alors que là, le product manager est complètement intégré à cette démarche-là. Voilà. Ok. Une autre question, c'est le PM n'est pas seul pour couvrir les 4 aspects que vous décrivez. Donc, je pense que c'est les quatre dimensions des hard skills. Je pense que ça, on peut faire peut-être une petite répétition de avec qui le PM intervient sur chacune des 4. Très, Très rapide, effectivement, c'est pas Superman, hein, le PM. Il est surtout dans un travail de co-construction. C'est pour ça qu'on lit beaucoup les hard skills, soft skills, parce que vous allez interagir avec plein de gens. Donc, il y a beaucoup d'animations, par exemple d'ateliers pour co-construire ces choses-là. Typiquement, il faut savoir communiquer, fédérer des équipes. Donc, on ne revient pas dessus, mais product stratégie, vous serez plutôt en lien en tant que product manager avec des directions. C'est elles qui vont donner en fait le cap stratégique qui est visé avec tel produit. Et donc, c'est à partir de ce cap stratégique qu'on va pouvoir en découler une stratégie de mise sur le marché, potentiellement des utilisateurs cibles avec des grosses fonctionnalités, des gros points fonctionnalités du produit à proposer, voilà, ainsi de suite. Donc là, vous êtes plutôt avec la direction, même si dans le meilleur des cas, vous vous embarquez aussi le reste de l'équipe produit, parce que tout le monde a son prisme et sa voix à porter. Vous allez, voilà, donc la direction, elle va donner le cap stratégique, mais n'empêche qu'il faut aussi savoir embarquer peut-être un lead tech ou un CTO pour avoir en tête quand même l'architecture technique, savoir si c'est possible, la mise en œuvre de tout ça au sein de l'organisation, voilà, tout autre type de parties prenantes. Ensuite, product design, vous êtes plutôt avec un designer, soit UX, soit UI, soit les deux en même temps, pour voilà, essayer d'établir des parcours, faire de la recherche utilisateur, savoir quel est le meilleur parcours à proposer, les meilleures interfaces. Voilà. Donc là, vous êtes en co-construction en cercle un peu plus restreint, même si bonne pratique, c'est quand même d'embarquer les développeurs dès cette étape-là. Parce que, en fait, un parcours, c'est jamais anodin. Dire qu'on met tel bouton ici et qu'en cliquant, on a en tête qu'il va se passer on va afficher tel écran, il y a toutes sortes d'impacts techniques derrière. Donc, ou si vous voulez des types d'animations, voilà, mettre des animations sur votre site, là aussi, c'est un effort technique. Ça peut être sympa quand même d'embarquer les développeurs dès maintenant parce qu'ils auront leur mot à dire dans tout ça. Ensuite, product ownership. Vous êtes effectivement en co-construction et vous animez grâce à des cérémonies agiles le développement du produit. Donc en agile, vous êtes plutôt avec les devs, les designers aussi, plus ou moins, parce qu'à chaque fois, il faut refaire des maquettes, etc. Et vous commencez à préparer le terrain avec l'équipe marketing, parce qu'à chaque fois que vous faites une fonctionnalité et vous la mettez sur le marché, directement, vous la mettez en prod. Donc, ça peut être intéressant de directement savoir comment vous allez mettre en valeur ces nouvelles fonctionnalités que vous venez de développer. Et ensuite, Product Growth, là, vous êtes avec un département marketing dans la plupart des cas, ou en autonomie, c'est en fonction du type de l'organisation. Donc, voilà, beaucoup de gens avec qui interagir. Ok, top. Je te propose qu'on prenne 3 dernières grosses questions. Je vais essayer de les englober. Moi, il y a une question, c'est comment améliorer ses soft skills au quotidien. Je vais en parler si tu le veux bien. Je te propose de prendre, il y a beaucoup de questions sur la différence et le périmètre entre un PM et un PO. Donc ça, je te laisse au moins le temps d'y réfléchir et on y répond et je te laisserai la main. Et notamment, et on prendra une dernière question tous les deux, c'est est-ce qu'il existe des formations pour devenir product manager? On a déjà un peu évoqué, mais ça a été la dernière question peut-être qui reste encore à éclaircir. Donc voilà. Juste du coup, je vais répondre aux soft skills. Comment améliorer ses soft skills au quotidien? Ces soft skills, ce qui est important, je pense, c'est de se connaître.
C'est de savoir un petit peu quelles sont en tant que personne mes forces, mes axes d'amélioration et de pouvoir travailler dessus quotidiennement. Alors, pas que sur les axes d'amélioration, puisque ce qui fait votre force, c'est aussi ce pourquoi vous avez été recruté. Et en étant très fort sur ses forces, ben, on devient quelqu'un, je pense, d'exceptionnel sur certains éléments. Donc, ça, c'est à garder en tête. Mais comment l'améliorer je pense que ça passe par beaucoup de feedback. Si vous demandez du feedback, à la fois sur votre travail, à la fois sur votre évolution dans une organisation, sur vos succès, sur vos échecs, ça vous permettra d'améliorer toutes ces soft skills-là. Vous pouvez aussi en parler à aux personnes avec qui vous avez l'habitude de travailler, avec des pairs, de faire un retour de peer mentoring, avec faire du coaching aussi, pourquoi pas. On pense à des sessions de co-développement aussi, par exemple, quand vous avez certaines problématiques que vous ne savez pas traiter, où vous avez senti qu'il y a eu une tension ou un élément qui n'a pas été compris comme vous le souhaitiez, ou vous avez des difficultés en termes de relations interpersonnelles avec quelqu'un. C'est ces éléments-là où vous pouvez le partager en fait avec un tiers qui va plutôt être dans une démarche de coaching. Et il ne faut pas forcément un coach professionnel pour ça, même si c'est toujours mieux. J'essaie de trouver des solutions adaptatives. Juste le fait que cette personne-là vous aide à voir la situation avec un peu de recul, à voir si vous avez toujours eu les bons réflexes, si vous l'avez toujours pris du bon côté, et si vous mettez en œuvre la bonne intelligence émotionnelle et les bonnes compétences interpersonnelles dans ces interactions, ben, ça va énormément évidemment jouer et du coup vous pouvez progresser là-dessus petit à petit. Ça va enrichir votre expérience et c'est aussi avec l'expérience et la prise de recul qu'on progresse sur ces éléments-là. Voilà, donc pour répéter, hein, beaucoup de feedback, beaucoup de reporting, beaucoup de prise de recul. Demandez aux personnes qui vous connaissent aussi là-dessus. Et voilà, envers vous-même, si vous faites de l'auto-coaching, c'est prendre du recul sur la situation et essayer de voir comment vous auriez pu les traiter différemment ou comment les prendre comment prendre cette même situation une prochaine fois sous un autre angle. Je ne sais pas si tu as des éléments à rajouter là-dessus, Adama. Non, c'est assez Non. complet. Ok, top. Bon, il est déjà 14h05, donc je te propose de répondre en quelques minutes à la différence Ouais, très PEPM qu'on rapidement. rencontre souvent et on finira par la formation et je compléterai s'il y a des éléments à compléter. Sur POPM, très rapidement, donc là c'est parfait, vous avez la big picture en fait de tous les champs d'intervention du product manager. Donc au moins vous avez ça en tête. Maintenant pour le product owner, moi je mets quand même un premier point d'alerte. Ne vous reposez pas entièrement sur les titres, c'est-à-dire que vous pouvez avoir en fonction des organisations des personnes qui vont être appelées product owner et qui en réalité dans le quotidien vont faire vont avoir des actions sur ces 4 pans-là, voire tout. Donc en réalité, de fait, ce sera quasiment des product managers. D'autres cas où justement, et là ça ressemble un peu plus à ce qu'on entend de manière générale par product owner, c'est une personne qui sera un peu plus focalisée sur la partie product ownership. Donc, voilà. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une organisation, une structure un peu plus large, un produit plus mature qui va être sous-divisé en plusieurs grandes fonctionnalités. Donc, vous allez avoir quand même le product manager pour piloter le produit de manière générale. Si vous avez une solution SaaS qui fait, par exemple, paiement, on va dire une solution bancaire, vous avez paiement, gestion du compte et contact. Vous allez avoir un PM qui potentiellement va être garant de la cohérence de ces 3 gros pans fonctionnels et qui va avoir justement en dessous 3 PO pour ces 3 pans-là, donc que je viens de citer pour ces 3 pans. Et donc ces PO-là vont être un peu plus focalisés sur product ownership et la livraison de fonctionnalités à forte valeur. Et c'est le PM qui va plutôt donner les grands axes sur la partie design, growth et stratégie. Parce que le produit est si gros que le PO n'aura pas forcément le temps, la disponibilité et les ressources pour assurer la partie growth, design et stratégie. Donc voilà comment je peux vous présenter rapidement voilà, la distinction. Je ne sais pas si Martin, tu as un truc à ajouter. Non, c'est très clair et pour moi c'est très complet. Peut-être un petit élément là sur, on nous redemandait les formations, est-ce qu'il existe des formations sur le PM Ouais. et peut-être du coup évoquer 2 secondes Product Online. Ouais. Donc sur les formations et pas simplement justement les ressources disponibles, si vous voulez aller vraiment un peu plus loin,
Vous avez des formations, donc, comme disait Martin, là, online. Donc, vous avez besoin de rien d'autre. C'est des formations totalement, je parlais de Product Online, hein, parce que c'est la nôtre. C'est une formation complète au Product Management qui va durer, en fait, qui est sous forme de vidéo. Donc, c'est Benoît, un de nos coachs, et le co-founder d'Advisory qui fait toute la présentation. Vous avez des vidéos thématiques en fonction de tous les champs de compétences du product manager. Et ensuite, on a agrémenté ça de toute la partie contenu écrit, donc énormément de documentation écrite pour aller un peu plus loin. Vous avez aussi accès à nos événements et notre Slack pour échanger, et une certification pour mettre en valeur tout ça. Donc ça, c'est la partie online. Et ensuite, vous pouvez quand même le faire en remote avec nous. Advisory Institute, on fait des formations en 2 jours. Là, c'est pour passer quand même un cap et aller vraiment un peu plus loin dans le product management, en reprenant en fait tous les pans, tous les champs de compétences du product manager. On le fait en 2 jours, ça tient, et ça aussi, c'est certifiant, et voilà. Et sinon, vous avez toutes les autres formations un peu connexes et spécialisées sur certains aspects du product management. On en a mis quelques-unes ici. Growth Tribe pour le growth, Design Crew pour le design. Vous auriez pu avoir le wagon si vous êtes vraiment particulièrement intéressé par le développement, etc., etc. Voilà, et n'hésitez pas, comme on vous a dit, je pense que tout product manager aime échanger avec son métier. Ça reste une communauté assez soudée et plutôt bon esprit. Donc, il ne faut pas hésiter à venir demander à droite et à gauche. Et tout le monde a des tips à donner, tout le monde a de quoi offrir, et peut donner du temps aussi pour vous accompagner, pour vous orienter. Et nous aussi, on est là pour ça. Ça fait partie aussi de notre philosophie et de notre état d'esprit. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous souhaitez bifurquer sur du produit, monter en compétence sur du produit, avoir quelques conseils de lecture, d'articles inspirants, etc. On est tous passionnés, donc on peut tous vous accompagner sur ce plan-là et vous donner nos meilleures recettes sur le métier. Il est temps peut-être de clôturer. Donc, merci déjà, Dama, de t'être prêté aussi à l'exercice avec moi. Merci. Merci à vous tous de vous être connectés et d'avoir pris le temps de nous écouter. Et j'espère que cette session vous a plu, vous a intéressé. De toute façon, vous aurez normalement un petit mail de récap avec tous les éléments, etc. L'enregistrement sera